Alors, le Japon, on va commencer par la base. Deviez-vous en douter, le Japon, c'est pas qu'une seule île, c'est plusieurs îles. Hop, voici le Japon. 4 principales îles. Honshu, retenez bien, c'est ça, la grosse île du milieu, c'est là où il y a un peu toute la populace. Honshu au milieu, c'est là où il y a Tokyo, Osaka et compagnie. Hokkaido plus au nord, l'île où il fait un petit peu frisquet, n'est-ce pas? C'est Hokkaido, c'est là où il fait froid, tout simplement. Ensuite, on a Kyushu et Shikoku, plus au sud. Là, il fait un peu plus chaud. Donc ça, c'est la base, rien d'extravagant. Et évidemment, quand on est une île, il y a des tensions territoriales. Hop. Tu connais l'île ou pas, mon jeune ami? L'île qui fout le bordel en ce moment. C'est une bonne question. Entre la Russie et le Japon. C'est les îles de Kuril, tout au nord, juste au-dessus de Sapporo. C'est un gros bordel. Hein. Celui qui possède ces îles peut pêcher et avoir les ressources sous la mer. Donc évidemment, tout le monde se chamaille pour ces îles, ça gueule, ça rage. Mais aussi, ça rage aussi plus au sud avec la Chine. Pour les îles Senkaku, on se bat aussi pour ces îles, bah oui. Tout le monde veut pécho ces petites îles de poche, parce que, oui, vous avez fait des cours de géographie. Si tu possèdes ces îles, tu peux agrandir ta zone de pêche et d'exploitation, donc ça t'appartient en fait. Et le Japon, il veut vraiment pécho ces îles de poche. Alors que c'est des bouts de cailloux, il y a que dalle à la base, hein, c'est n'importe quoi. Ça c'est grand quand même, le territoire que possède le Japon. Ici, alors désolé, j'ai plus du tout le nom des îles, mais regardez, il y a quand même pas mal d'îles au sud, à l'est, c'est incroyable. Ouais, 2000 km de Tokyo, donc c'est pas mal. À la base, ils en avaient beaucoup plus, hein, mais ils en ont perdu face aux Américains. Ça c'est situé entre Shikoku et Honshu, ouais, regardez. Ça s'appelle la mer de Seto, et là, il y a énormément d'îles. Vous savez combien il y en a environ des îles? Le chat. Allez, le chat, un peu d'effort. À la louche. Combien il y a d'îles au Japon au total? Tu sais ou pas, toi, Byung? Ils en ont un peu plus de 6000, je crois. Ouais, c'est ça. 6800. C'est énorme. Hein. Et quand on prend dans la mer de Seto, là, celle qu'on voit là, il y en a un paquet. Regardez, c'est incroyable. Et j'ai pris des petites images de pont. Le pont de Seto, qui traverse plusieurs de ces îles, et c'est magnifique, je trouve. Ça, c'est juste pour la beauté du paysage que j'ai pris ça. Voilà. Le pont de Seto, ça c'est incroyable. Est-ce que j'ai une deuxième image? Exactement, oui. Regardez, la taille du pont, il est bien fat. Ça traverse plusieurs îles comme ça, pour relier les îles principales. Je crois que ça relie Honshu et Shikoku, si je dis pas de conneries. Petite question simple. Évidemment, au Japon, on se déplace avec un moyen de transport un peu cheaté qui va très vite. Normalement, le train japonais. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont pas mal utilisés. Par le plus rapide, train. plus connu. Le train. Le train, ouais. Okay. Tu connais son nom? Ah, je me souviens plus du tout. Shinkansen. Ça dit quelque chose ou pas? Ouais. En fait, ça c'est plutôt intéressant que pour mettre en place le train là, ils ont fait de la rétro-ingénierie et ils sont basés sur un animal. Ah oui? Ouais. Je me souviens plus c'était quel animal, mais ils sont basés sur une espèce pour reprendre les formes et histoire de comprendre en termes d'aérodynamisme, tout ça, comment ils pouvaient faire pour accélérer les trains. Oui, ça se voit la forme, ça ressemble un peu aux avions, quoi. La forme du nez et tout ça. Donc voilà, le Shinkansen, ça va très vite. Il n'y a pas de retard comme la SNCF, n'est-ce pas? Bon, par contre, ça coûte plus cher, évidemment. Donc, comme vous devez vous en douter, le Japon, il y a pas mal de montagnes, il y en a partout, ça nous rend zinzin tellement qu'il y en a. Et forcément, la population se concentre sur quelques petites zones. À votre avis, là ça se voit, où est Tokyo et toute la populace? Bah là, il y a une grande plaine, là, en plein milieu. Donc oui, la répartition de la population est assez inégale à cause de ces montagnes. Donc on a forcément dans les plaines ou dans les embouchures des fleuves. Donc tout ça, ça provoque un bordel, pas possible. Avec l'attractivité économique de ces régions, bah forcément t'as tous les prolixes beaufs de la campagne qui vont dans les grandes villes. Et ça fait comme chez nous en France, ça crée des déserts ruraux. Du coup tu te retrouves avec des boomers dans des villages paumés dans la montagne, et à côté t'as Tokyo qui est surpeuplé. C'est exactement le même phénomène qu'en France en fait. Le Japon est subdivisé en plusieurs régions, donc on les voit là. Kanto, c'est là où il y a Tokyo, je suppose, oui c'est ça, je reconnais. On en parlera peut-être dans un deuxième chapitre où je vous présenterai les spécialités des régions et leur production. Mais bon, pour l'instant on s'en fout un peu. Il y a plusieurs départements après aussi. C'est tout sous-divisé en je sais plus combien de départements, mais il y en a pas mal. Ah ben encore, mais c'est pas possible, arrêtez avec les cartes de géographie, on n'en peut plus. Donc là, vous avez sûrement entendu parler de la mégalopole. Alors d'ailleurs ça m'énerve ça, mégalopole, mégapole, métropole, ils nous gavent là, les profs de géo. Avec leurs termes, on se mélange les pinceaux, c'est pas possible, mais voilà. Toute la populace est évidemment regroupée à Tokyo. Et après le reste, c'est un peu plus paumé, hein, on va pas se la cacher. Évidemment, pour faire marcher toute cette économie, on a besoin d'énergie. Donc voici le bilan énergétique du Japon. Alors étonnamment, le pays est bourré de montagnes, mais l'hydroélectricité représente que 4%. C'est ça qui est bizarre, j'ai pas trop compris, donc peut-être que c'est pas suffisant. On peut voir là, et le nucléaire que 3%.
Alors ça, c'est après la crise de Fukushima, du coup, ils ont voulu réduire à mort, ils ont nerf le nucléaire à fond. Mais bon, ils se rendent compte qu'ils sont un peu dans la merde parce que ils ont besoin de beaucoup d'énergie. D'ailleurs, vous pensez que le Japon est autonome à combien de pourcents, à quel pourcentage énergétique? Petite question. À ton avis, toi, tu as une idée? Combien de pourcents ils sont, s'ils sont en Le taux d'autonomie, ou en ouais. surconsommation? Ouais, par exemple, la Chine, elle est 95% autonome en énergie, je crois. Un truc comme ça. Venant des Japonais, ce serait pas étonnant qu'ils soient tranquilles, qu'ils produisent plus que ce qu'ils consomment. Plus, tu crois? Ouais, non. Si on compte Non. juste Tokyo en termes de consommation, plus toutes les lignes de train, ils sont en dessous. À ton avis, pas oui, parce que le Japon, il a essayé de conquérir pas mal de territoires dans le passé, justement parce qu'il manquait de ressources. Donc je vais vous le dire, 8% c'était en 2016. C'est très faible. Donc peut-être que ça a augmenté avec le temps, mais en 2016 c'était 8%. C'est ultra très faible. Donc c'est un des enjeux. D'ailleurs en 2030 ils veulent rendre cette courbe beaucoup plus uniformisée. Ils veulent le répartir un peu partout pour avoir un truc un peu plus polyvalent que ce truc où il y a que pétrole et charbon qui représentent tout avec le gaz. Hop. Le climat du Japon. Alors c'est assez diversifié. Au sud, bah, c'est assez chaud. Au centre, bah, il y a un peu un climat bizarre continental où il fait froid, mais en fait il fait aussi très chaud l'été, avec une vieille mousson dégueulasse. D'ailleurs tu connais la saison des pluies, tu sais quand c'est? Alors là, bonne question. Bonne question, ouais. C'est au début de l'été. Il y a la petite saison des pluies, des familles. Bon, on va en parler après. Mais c'est le moment, généralement, il faut éviter d'y aller parce que soit il pleut, ou soit justement il y a trop d'humidité et tu crèves de chaud. Et c'est insupportable. Et après, au Hokkaido, il fait un peu plus frais, évidemment. D'ailleurs, petite photo d'Hokkaido. Je sais pas si c'est Sapporo, je sais pas du tout. Je connais pas, j'ai pris une photo au pif, je vous avoue. Petite photo d'Hokkaido. C'est assez joli quand même. Donc voilà, saison des pluies. Ça commence de, juin, juillet, faut éviter. C'est dégueulasse. Après, en parlant de paysage, on a Okinawa des familles, qui est assez connu pour sa bataille aussi. Pour faire bronzer la plage, c'est parfait. Si j'ai vu une petite photo de Wajima, si vous connaissez, ça c'est sur la façade nord-ouest. Si vous voyez la petite excroissance là, à gauche du Japon, c'est ici, par ici. En gros, Wajima. Il y a un petit festival de lumière, c'est sympatoche. Donc c'est assez varié en paysage. Voilà. Donc on a fini le cours de géographie chiant, on va parler un peu plus de culture, je vous rassure. Alors est-ce que tu connais les religions du Japon? Par rapport à Bouddha, Oui, il y a le bouddhisme. il y a le bouddhisme, Il y a une autre. il y a le shintoïsme. Shintoïsme, exact. Donc à ne pas confondre avec la Chine, qui est plutôt sur le taoïsme et le confucianisme. Nous avons shintoïsme et bouddhisme. Les deux principales, après il y a des minorités évidemment. Donc pour faire simple, shintoïsme, c'est un peu de l'animisme. C'est un peu tout ce qui est vénération des esprits, des anciens dieux. C'est un peu une sorte d'évolution de l'animisme ancien. Et le bouddhisme, on en a déjà parlé sur le moment de culture de l'Inde. Le bouddhisme qui vient d'Inde, avec Bouddha et compagnie. Donc c'est un mélange des deux. Et vous savez que c'était pas forcément exclusif comme chez nous, par exemple. Nous, il y a soit musulman, soit chrétien, mais tu peux être un peu des deux, en fait. Au Japon, tu peux être un peu shintoïste et aussi bouddhiste. C'est pas exclusif. C'est un peu comme en Chine. Tu pouvais être à la fois confucianisme et taoïsme. Tu peux être un peu des deux. Tu peux croire un peu aux deux, en fait. Donc, vous allez la reconnaître. La célèbre porte Shinto, c'est très symbolique. Vous l'avez sûrement vu, ça. La porte Shinto. Symbole du shintoïsme. Voilà. Ça, c'est beau, ça aussi. Ça s'appelle quoi? La Tori, je crois. Tori? Je sais pas du tout où c'est par contre, mais... C'est la Tori, ouais. Enfin, Tori. c'est un Tori. Tori, un Tori, ouais, ok. Autrement là, nous avons un petit temple bouddhiste des familles. Bon bah rien de nouveau, ça on l'a déjà vu de toute façon. Et avec le bouddhisme évidemment, il y a la méditation qui vient. Et au Japon, je crois qu'il s'est créé un courant qui s'appelle la méditation zen. Ça consiste tout simplement à s'asseoir en fait. La forme de méditation la plus basique en fait. Méditation zen, s'asseoir juste, tout simplement. Donc, on va enchaîner avec l'animisme et le shintoïsme japonais. Ben, justement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on aime bien contempler la nature. Parce que selon les Japonais, oui, tout a un peu une âme, en fait. Les animaux, les plantes. Par exemple, le mont Fuji qu'on voit en arrière-plan, ben, c'est un peu considéré comme une divinité, limite. Donc, tout a une personnalité. Par exemple, même les poupées, comment dire? Il y a quoi d'autre qui peut avoir une personnalité? N'importe quel objet peut avoir une personnalité. Oui, c'est ça. Donc, contemplation de la nature, ça, ils aiment beaucoup. Ça s'appelle le koyo quand les feuilles deviennent de cette couleur. Les feuilles commencent à jaunir, devenir un petit peu orange. Ça s'appelle le koyo. T'admires la nature qui change, les saisons qui changent. C'est très important aussi, les saisons au Japon. Admirer la nature, tout simplement. En continuité avec ce qu'on vient de dire, il y a les fameux jardins japonais. Les fameux jardins zen. Alors ça s'appelle la technique du shakkei. Je sais pas si tu connais. Vouloir foutre son jardin, enfin, qui soit en harmonie avec l'arrière-plan. Ça s'appelle le shakkei en fait. C'est là d'où vient les jardins zen et tout ça. Vous voyez par exemple là, ça se fond bien avec
l'arrière-plan. C'est incroyable. Alors j'ai une photo de Sengan en Kagoshima. À Kagoshima, vous voyez, le parc là, ils se font bien dans la nature. C'est pour ça que ça rend le truc joli en fait. On reste toujours avec cette dualité harmonique avec la nature. Après la contemplation des feuilles d'automne, il y a une contemplation de la floraison des cerisiers. Oui, l'ennemi, c'est le fait de contempler les cerisiers en fleurs. Bon, c'est très connu, hein. Généralement ils font des pique-niques et tout ça lors de la floraison des cerisiers. J'ai mis des waifus évidemment pour vous faire plaisir, voilà. Ça fait rire la galerie, voilà, vous êtes contents. On reprend la concentration du public. Les sakura, oui, ça c'est les cerisiers, exact. Pour tous les kiku Naruto évidemment. Donc évidemment, comme l'a dit notre cher ami, il faut faire attention, c'est pas partout pareil. Donc si vous voulez théma comme jamais les cerisiers, faites attention à la date. Donc regardez bien les dates avant d'y aller. Et faites pas les golems, oh mais où sont mes cerisiers? Non, ça sera fini, sélection naturelle pour vous. Donc en avril, c'est la rentrée au Japon, c'est pas du tout pareil que nous en septembre. Donc on va parler un petit peu des saisons vite fait. Donc printemps, hop, rentrée, évidemment on commence à planter le riz comme jamais. Donc ça c'est le printemps, tout le monde est content, ça rime en plus. Hop. Après on passe à l'été directement, moi j'y vais cash. Alors l'été il y a énormément de festivals, les festivals d'été. Ça s'appelle Matsuri, festival d'été, voilà. Il y a souvent des femmes qui se mettent en yukata. Alors moi j'ai jamais compris par contre le délire, comment différencier un kimono d'un yukata. Est-ce que tu sais toi? Parce que moi j'ai jamais compris le délire. Le seul critère que j'ai retenu c'est ouais c'est un peu plus chaud le kimono, donc ce serait plutôt le yukata l'été. Bah, c'est un peu particulier. Plein de codes, hein, c'est chouette de différencier. Hein. Ouais. En fait, ça va dépendre du tissu. Ouais, le tissu, c'est ça. Ça va aussi dépendre de si tu mets un sous-vêtement en dessous ou pas. Enfin, si t'as la possibilité de mettre un sous-vêtement en dessous ou pas. Pieds nus aussi, je crois, un truc comme ça, j'ai pas compris. Ouais, t'as le nombre de cols. Ça s'est tendu. Bah, en fait, c'est comme nous, en Occident, on aurait plus des fois du mal à faire la différence entre un smoking et un costume. Oui, on dit que c'est la même chose généralement parce qu'on a la flemme. Ouais, alors qu'en fait, c'est totalement différent entre les deux. Donc attention à ne pas confondre, feu d'artifice ça se dit Anabi, avec un B. Le piège à la con, Anabi, et confondre Anabi et Anami. Donc il y a souvent des feux d'artifice durant ces festivals. Je vais vous en présenter un pour la gratuité. Festival Otsukimi, festival de la lune. Et le but c'est d'admirer la lune là. On rappelle, toujours en rapport avec le shintoïsme et l'animisme. Dans les photos de yukata en même temps. Je sais pas ce que ça fout là. Festival yukata, avec les feux d'artifice, il y a tout le combo là. En yukata à regarder des feux d'artifice. Mais l'été, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des festivals, il y a aussi ça. Est-ce que vous entendez? J'espère que vous entendez le son. Voilà. C'est les criquets, c'est insupportable, il y en a partout. Mais en fait, non, ça rajoute un petit côté nostalgique, les criquets. Je vais vous mettre le passage. Ah, c'est des cigales, voilà, j'ai retrouvé, c'était pas cigale, ni criquet, ni grillon, c'était cigale, voilà. Désolé pour les amalgames d'insectes. Du coup, ces criquets, ça a donné le nom à un certain animé, quand les cigales pleurent. C'est ça le nom de l'animé. Et le nom en japonais, c'est Igurashi. C'est le nom d'une espèce de cigale. On revient au Koyo parce que oui, on est en automne et évidemment, on va remater les feuilles. Ensuite, l'hiver, rien de spécial, sauf que au Nouvel An, on fait une première visite au temple. Alors ça peut être le temple bouddhiste ou shinto principalement. Ça s'appelle la première visite tout simplement. Donc il y a plein de monde. Donc dans les animés, ces exits, tu vois, ils sont 3 ou 4. Mais généralement, c'est blindé de monde le truc, hein, faut pas déconner. Donc c'est full personnes qui vont, allons-y quoi. Ça nous portera chance sûrement. Et aussi, une autre tradition, c'est d'aller au mont Fuji pour voir le premier lever de soleil au Nouvel An. Voilà, par contre, il faut avoir des bonnes jambes pour le monter. Le Nouvel An, l'hiver, les traditions hivernales. Et ça tombe bien, on peut enchaîner le mont Fuji. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ah, c'est facile. Un volcan, bravo. Donc, petite parenthèse volcanique, le Japon se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. Et c'est le bordel, il y a plein de volcans de partout. C'est la chevauchée entre 2 plaques tectoniques en gros, et du coup c'est très actif au niveau volcanique. D'où tous les séismes et volcans. Je vous mets une petite carte des volcans du Japon. Hop là. Voilà. Les plus célèbres, le Sakurajima ici. Kyushu, hein, en bas à gauche, Kyushu. Sakurajima, il est très connu celui-là. Et le Fuji évidemment, un peu plus au sud de Tokyo. Et je vais vous mettre une petite vidéo du Sakurajima en éruption. Vous allez voir, ça crache du feu. Et étonnamment, les volcans non plus sont pas détestés, ils font partie intégrante de la culture. Hein. Ils ont une personnalité aussi, d'où un rapport avec la culture animiste et chamanique. Enfin, chamanique un peu moins, plutôt shintoïste. C'est plutôt les Ainu qui sont chamaniques. D'ailleurs, j'ai pas fait de parenthèse, on en parlera peut-être plus tard des Ainu. Donc c'est le bordel, hein, quand t'habites juste en bas, par contre, tu dois nettoyer la cendre et tout ça, c'est relou. Bon, après, le sol est fertile, mais bon. Donc, on enchaîne sur les volcans.
Est-ce que vous les connaissez, ceux-là, de français? Alors, des gens dans le chat qui les connaissent? Personne ne connaît malheureusement. Maurice et Katia Kraft, deux célèbres vulcanologues. Je crois que c'est les plus célèbres vulcanologues français en vrai. Et eux, du coup, ils ont péri pendant l'éruption du Hunzen. Je vais vous mettre les vidéos. C'est pour ça qu'ils ont été connus aussi. Tu dois flipper quand tu dois voir ça. Mais bon, après les volcans c'est dangereux tout ça, mais ça apporte aussi son lot de bonus. Regardez, il y a des sources d'eau chaude au Japon, ça s'appelle les onsen. Ça permet d'avoir de l'eau chaude, alors quand il fait super froid d'ailleurs. Ça c'est le cheat code, tu te baignes dedans. Est-ce que tu connais les sources thermales japonaises ou pas du tout? Les onsen? Ouais. En fait, habituellement, on va dire la pudeur au Japon, c'est pas trop ça. Du coup, en fait, habituellement, t'es dans des onsen pour hommes ou onsen pour femmes. Oui. Et entre hommes, full à poil. Et entre femmes, full à poil. C'est la règle. Après, ils ont pas la même vision de leur corps que nous, on a du nôtre. Via la chrétienté, on sacralise beaucoup plus le corps. Enfin bon, en 2022, plus trop. Bon, là j'ai une petite vidéo rigolote juste pour le fun. Il n'y a pas que les humains qui profitent de ces sources thermales, vous allez voir. Celui-ci a été bâti exclusivement pour les singes, il y a une 50aine d'années. Il y a les harambés, sont au KLM. Ce fut un succès immédiat. Et depuis, les macaques japonais continuent à venir se prélasser dans les eaux chaudes. C'est incroyable. Prenez Bubule par exemple. Elle adore faire des bulles à la surface de... Voilà les singes de poche, s'enjaillent bien. Voilà. Donc les maisons au Japon, elles sont faites principalement de bois, les bois. Parce que évidemment c'est adapté aux conditions climatiques du Japon, c'est souvent assez humide, donc le bois ça absorbe pas mal l'humidité, donc c'est pas mal. Et c'est traditionnel en plus. Après ils ont un gros problème à cause de ça. Oui. C'est par rapport à la chaleur dans les maisons. Oui, c'est pour ça qu'il y a de la clim souvent. Ouais. Parce qu'en fait leurs maisons sont certes super bien par rapport à l'humidité, mais en climatisation c'est juste effroyable. En été il fait beaucoup trop chaud et en hiver il fait beaucoup trop froid. T'es obligé d'avoir une clim, c'est pour ça. Exactement. Le bois ça a l'avantage d'absorber un peu l'humidité, mais après t'es fisté sur l'isolation. Après ça c'est les maisons traditionnelles vraiment pures à 100%. Parce que là je vous montre l'intérieur traditionnel. Hop, washitsu, voilà. L'intérieur, full bois hein, évidemment. Là aussi, full bois. Et ça mélange élégance et simplicité. Alors moi je me suis posé la question au début, je me suis dit mais pourquoi en bois? C'est nul, ça tient pas. En fait quand on regarde bien le bois, c'est plus apaisant en fait que le béton tout ça. J'avais lu une théorie, je sais pas quoi, sur Google, que ça disait en gros que le bois ça nous rappelle la jungle et nos ancêtres, du coup on est plus à l'aise dans un environnement boiteux. Ça se dit pas boiteux mais c'est pas grave. Mais bon évidemment tu peux pas échapper au dream. Quand t'es à Tokyo tu vas pas te taper des jolies baraques comme ça. Tu vas vivre dans un petit 9 mètres carrés comme ça du Crous, n'est-ce pas? C'est l'équivalent du Crous les amis. C'est des logements étudiants ça généralement, tu peux en loger plusieurs. Ouais voilà je crois que j'ai fini. Tu veux rajouter quelque chose à des endroits précis ou pas du tout? Par rapport justement à l'immobilier, ouais. C'est les prix au mètre carré sont juste insane. Bah oui, offre et demande, hein, c'est full demande à Tokyo tout ça. Comme on l'avait vu là précédemment sur la démographie où tout le monde veut aller dans les villes, c'est insupportable. En fait, on a le même cas en Europe avec par exemple le Luxembourg et la Suisse. Au Luxembourg, par exemple, les prix de l'immobilier ils sont 100% supérieurs à ce qui devrait être normalement. Oui, même partout en ce moment, même à la campagne en France, c'est ultra cher. Dès que tu te rapproches d'une ville, ça commence à piquer généralement. Et aussi, la plupart des zones en fait, enfin des départements en quelque sorte, ouais. du Japon, ils viennent surtout de tout ce qui était les Redo, de toutes les guerres qu'il y a eu entre les différents shogunats, entre les différents shogunats. En fait, là, faut estimer que pour chaque couleur sur la carte là, ça correspondait à un clan au Japon. Eh ben oui. Comme nous à l'époque, on avait le duché de Lorraine, Paris. En termes de géographie justement, du fait qu'ils soient entre deux plaques tectoniques. En plus de l'effet de la ceinture du feu, il y a aussi l'effet qu'ils sont énormément soumis au tremblement de terre. Du coup, ils ont beaucoup plus de réflexes par rapport à ça et ils ont bien meilleure approche des tremblements de terre qu'on aurait chez nous. Ils ont beaucoup d'infrastructures adaptées aux tremblements de terre normalement. Parce qu'ils ont eu plein de tremblements de terre meurtriers dans le passé. Ils ont pris pas mal cher, donc du coup, ils ont préparé des normes antisismiques. Il y a même certains meubles qui sont bien accrochés au mur pour pas qu'ils tombent justement. Ils peuvent pas écraser comme de la merde par ton armoire, un truc comme ça. Il y a même des lits qui servent de mini-bunker en quelque sorte. Ouais. Où ça sert de capsule en fait, si les meubles viennent à s'effondrer.
Bon, ouais, merci, c'était sympa. Merci d'être passé. Et ben, de rien. Ouais.